À la une ce soir, le budget 2014 connaît une augmentation de 160 milliards de francs CFA, loi adoptée aujourd'hui en commission par l'Assemblée nationale. Une école de plus pour renforcer le système éducatif ivoirien, c'est un don de l'Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille. Enfin, Ebola et ses incidences graves sur les récoltes et les prix dans les pays touchés. Le PAM va distribuer de la nourriture à 1 million de personnes. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau. Le budget 2014 augmente de 160 milliards de francs CFA, loi adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par les parlementaires ivoiriens en commission. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du budget, Abdourahmane Cissé, est à ce sujet passé devant ces commissions. Don d'un groupe scolaire à l'État ivoirien. L'initiative est de l'Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille dans le cadre de ses activités liées à l'éducation. La signature de convention de don a eu lieu le 18 août dernier au cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les précisions dans ce reportage. Ce groupe scolaire du nom de Victoria Clembier School a une histoire. Celle de la petite Victoria Clembier qui est allée en France avec sa tante paternelle, puis en Grande-Bretagne pour y recevoir une éducation. Au lieu de cela, elle subit maltraitance et torture jusqu'à ce qu'elle décède. Depuis 2009, cette école a été ouverte en son nom par la fondation Victoria Clembier Trust et à présent, elle devient une école publique de l'État ivoirien. Victoria Clembier School est désormais propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a signé une convention de don avec l'ONEF, l'Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille. Nous avons voulu la mettre à la disposition du ministère de l'Éducation nationale comme une école publique. Victoria Clembier School est un groupe scolaire composé de 2 bâtiments de 6 classes chacun, d'un bâtiment administratif, de 2 bâtiments de sanitaires, d'un bâtiment polyvalent. Éviter à tout prix le sort qu'a connu la petite Victoria Clembier aux enfants ivoiriens, telle est la motivation de la fondation Victoria Clembier Trust en partenariat avec l'ONEF afin de permettre aux parents démunis d'envoyer leurs enfants à l'école. L'État ivoirien promet de faire bon usage de cet établissement privé qui devient public. Au nom de Madame le ministre, nous nous engageons donc à faire en sorte que tous ceux qui vont travailler ou fréquenter dans l'école que nous allons continuer à appeler école Victoria Clembier School, que tout ce qui va sortir de cette école soit aux normes de la qualité que nous avons toujours souhaité. Victoria Clembier School est un groupe scolaire créé en 2007 par les fondateurs de Victoria Clembier Trust. Ce groupe a ouvert ses portes en 2009 avec l'appui du gouvernement ivoirien. On faisait le point avec Grace Kando et Salimatou Dia. Ce sont les grandes vacances pour les élèves et étudiants et certains en profitent pour gagner de l'argent afin de financer leurs études ou leur logement. Précepteurs, animateurs de colonies de vacances, serveurs de restaurants ou encore babysitting. En plus de leur avantage financier, les jobs de vacances sont un excellent moyen d'acquérir une expérience du monde du travail. Alors, comment trouver un bon job de vacances? À partir de quel âge? Quelle rémunération? La réponse dans ce reportage. Salif Kamara est étudiant en première année de finance comptabilité. Pour s'occuper pendant les vacances, il choisit le métier de vulcanisateur. L'objectif de Salif, subvenir à ses besoins. On ne peut pas soumettre tous nos problèmes à nos parents, on est obligé de faire quelque chose pour pouvoir s'en sortir. Les problèmes de 10 000, nous, on peut les régler. Comme Salif Kamara, ils sont nombreux, les étudiants et élèves à travailler ainsi pendant les vacances. Christophe Guégué, Ali Konaté sont tous 2 élèves. Mais pour ces vacances, ils sont devenus respectivement gérants de cabines téléphoniques et vendeurs d'habits. Pour eux, ces jobs de vacances leur permettront de contribuer aux charges de la famille pendant la rentrée scolaire. Si je ne fais rien à la maison, et mes amis sont en vacances, donc je préfère venir me distraire ici. C'est pour avoir un peu d'argent
pour subvenir à mes besoins. Nous savons que le temps est beaucoup dur, raison pour laquelle je fais ce job de vacances pour aider un peu mon papa, pour payer un peu les fournitures de l'année. Ne pas rester oisif, s'occuper sainement pendant les vacances en s'adonnant notamment aux activités lucratives. L'initiative des jeunes est encouragée par les parents. Quelque part, ça permet à l'enfant de prendre conscience et puis bon, de se mettre aussi au travail quand la reprise des classes arrive. Si les enfants là, si tu as vu, ils sont là débrouillés comme ça là, c'est pour chercher quelque chose pour aider les parents quoi. La rentrée scolaire 2014-2015 est prévue pour le 15 septembre. Mais en attendant cette reprise des cours, ces jeunes semblent bien tirer profit de leurs vacances. Le Fonds national de la jeunesse lance des activités de bénévolat. Il s'agit de lutter contre l'insalubrité dans le district d'Abidjan. Plusieurs jeunes de la commune de Yopougon ont adhéré au projet. Ils se sont ainsi engagés à améliorer leur cadre de vie. On fait le point avec Mamadou Kwasi. Des jeunes de la commune de Yopougon dans le district d'Abidjan engagés dans la lutte contre l'insalubrité. Une action de bénévolat et de volontariat initiée par le Fonds national de la jeunesse, FNJ, en collaboration avec le conseil communal des jeunes de Yopougon. Pour cette opération qui va prendre en compte tous les quartiers de la commune, le président de la jeunesse communale veut mobiliser tous les jeunes en vue de rendre leur cadre de vie sain. C'est d'abord un acte de civisme. Et puis, c'est permettre aux jeunes aussi de pouvoir avoir un environnement sain dans leur propre quartier. Et nous, quand nous leur parlons, c'est tout en leur disant que le travail que vous faites, c'est d'abord chez vous. Vous permettre vous-même d'avoir un environnement sain. Et c'est ce qui est le plus important. Selon le directeur général du Fonds national de la jeunesse, soutenu par le conseil municipal, cette initiative s'inscrit dans le volet communautaire de sa structure. La Sina Bamba souhaite que cette activité de volontariat et de bénévolat renforce la cohésion entre les jeunes de Yopougon, de couches sociales et de partis politiques différents. Rassembler les jeunes autour des valeurs, la valeur de travail, la valeur de don de soi aux populations qui en ont besoin. Le Fonds national de la jeunesse fait la promotion du don de soi, de l'altruisme, de la cohésion sociale. Du matériel d'entretien a été remis à la jeunesse communale pour assainir les 112 quartiers de la commune. Après la phase du lancement de la commune de Yopougon, le FNJ mettra le cap sur d'autres communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur pour inciter les jeunes à lutter. Au chapitre culture, le retour à Abidjan du Festival international du conte après 5 ans d'interruption. L'édition 2014 va prendre en compte le rôle des femmes dans le conte, d'où sa dénomination Moussokan. L'événement va se tenir du 1er au 12 novembre prochain. Thème retenu, le conte, facteur d'apaisement, de cohésion sociale et d'intégration des peuples. Prétendre à la main de mes filles. Lui, incarne-le. Marier mes filles. Non, ça va se passer comme ça. C'est reparti pour la 3e édition du festival de conte Moussokan, la voix de la femme à Malinké. Le conte, facteur d'apaisement, de cohésion sociale et d'intégration des peuples, c'est le thème retenu pour cette édition qui donne la voix à la femme. Une vingtaine de conteuses sont donc attendues du 1er au 12 novembre 2014 à Abidjan. Un festival qui va s'étendre dans toutes les communes du district d'Abidjan. Dans le domaine du conte, on ne voit pas les femmes en Côte d'Ivoire. Or, en Afrique subsaharienne et en Europe, les conteuses, il y en a beaucoup. Et c'est ce qui a motivé réellement cette initiative. Et nous allons aller de village en village et briller. Ensuite, nous allons passer une journée dans chaque commune et dans chaque village. Ce rendez-vous culturel qui prend en compte le rôle des femmes dans le conte est encouragé par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Nous nous battons pour la sauvegarde et surtout la promotion des arts et de la culture, mais particulièrement de nos arts traditionnels, qui sont même, n'est-ce pas, le basique de notre culture d'une manière générale et qui nous permettent, n'est-ce pas, de connaître notre identité, de nous situer justement, n'est-ce pas, à travers le concert des nations. Pour la compagnie Elim Théâtre de Côte d'Ivoire, initiatrice de ce festival, le conte a des valeurs humaines, sociales et économiques qu'il faut préserver pour le développement durable. C'était un reportage de Grace Kando et Salimatou Dia.
L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a des conséquences indirectes sur les récoltes et les prix des produits de base dans les pays touchés, dont la Guinée-Conakry, le Nigeria, le Libéria et la Sierra Leone. Et comment donc résoudre cette crise alimentaire? Le Programme alimentaire mondial va étendre ses interventions. Le PAM prévoit de distribuer de la nourriture à 1 million de personnes. A priori, tout semble normal dans les rues de Freetown en Sierra Leone. Pourtant, avec le développement d'Ebola, les risques de pénurie augmentent. Certains comtés sont mis en quarantaine, les policiers établissent des barrages et empêchent l'accès à certaines zones agricoles. La viande de brousse est toujours fortement déconseillée. Pour éviter la crise alimentaire, l'Organisation mondiale de la santé intervient. Pour éviter plus de contamination d'Ebola, il est crucial, il est essentiel que les gens dans ces zones aient accès à la nourriture, à l'eau, à une bonne situation sanitaire, ainsi qu'à d'autres objets basiques. Au Libéria, mais aussi en Sierra Leone et en Guinée, le Fonds alimentaire mondial affirme qu'il nourrira à terme 1 million de personnes. Les employés de l'organisation sont déjà à l'œuvre dans les 3 pays. Les opérations sont très intenses et nous comptons accélérer quand les besoins augmenteront. Si nous allons dans un autre pays, vous verrez que les mêmes opérations s'y déroulent. Nous voulons anticiper les problèmes et non pas attendre pour réagir. Les régions mises en quarantaine sont les premières bénéficiaires du fonds alimentaire. Par définition, les habitants ne peuvent en sortir. Impossible donc pour eux de se nourrir sans aide du programme alimentaire mondial. Au Sierra Leone, l'organisation prévoit une aide pour un peu moins de 10% de la population. Notre objectif est de servir 400 000 bénéficiaires, car nous savons que l'épidémie d'Ebola a affecté les moyens de subsistance des Sierra-Léonais. Nous pensons même qu'une fois l'épidémie contrôlée, il y aura une pénurie alimentaire. Pour l'heure, les pays touchés par Ebola ne connaissent pas encore de pénurie, mais la vigilance est de mise pour endiguer toute aggravation de la situation. L'armée nigériane crie son ras-le-bol. Environ 70 soldats nigérians ont refusé de participer à une opération contre le groupe islamiste armé Boko Haram dans le nord-est du pays. Ils exigent d'être équipés de meilleures armes et des moyens de communication pour les opérations. Des heurts ont éclaté hier à Bangui entre soldats français de la force EUFOR et des individus armés. Des tirs d'armes automatiques et d'armes lourdes se sont poursuivis aujourd'hui dans le secteur. Les Nations Unies pour pacifier la Centrafrique annoncent le déploiement au 15 septembre prochain de 7600 hommes. La trêve est bel et bien terminée dans la bande de Gaza. Au moins 20 Palestiniens, dont 9 enfants, ont été tués depuis que le Hamas et Israël ont recommencé à échanger les tirs de roquettes et les frappes aériennes de représailles hier. Alors que la trêve devait expirer mardi à minuit, des roquettes ont été tirées de Gaza vers le sud d'Israël. En représailles, le Premier ministre israélien a ordonné à l'armée de riposter. 6 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées mercredi matin dans un immeuble dans la bande de Gaza, résidence de Mohamed Def, le chef de la branche militaire du Hamas. Sa femme et un de ses enfants sont parmi les victimes. Un raid effectué sans avertissement préalable. Quand le premier missile a explosé, j'étais chez moi avec ma famille. C'était des avions F-16. Il y a eu 6 ou 8 missiles. C'était un déluge de missiles lancés sur nous sans avertissement. C'est toute une famille qui est décédée. Le mari, 2 enfants et la femme qui était enceinte. C'est toute une famille que l'occupation israélienne a ciblée volontairement. Israël a justifié le raid de l'aviation sur Gaza. L'objectif était de liquider le chef militaire du Hamas. Le Premier ministre israélien ne s'interroge pas sur l'origine des tirs des roquettes. Hamas ou djihad islamique, cela ne fait pas de différence pour l'État hébreu. Le Hamas a toutefois revendiqué le tir sur Tel Aviv. Pour les négociateurs palestiniens du Caire, Israël est le seul responsable. Netanyahou et Israël ont annoncé la fin des négociations au médiateur égyptien. C'est la preuve que tout cela a été prémédité pour détruire la trêve. La totale responsabilité de tout ça incombe à Israël. Les négociations sont impossibles parce que les points de vue d'Israël et du Hamas sont trop divergents et inconciliables. Démilitarisation d'un côté, fin du blocus de l'autre, un dialogue de sourds où l'on n'entend que le bruit du canon.
En attendant, ce sont encore les habitants de la bande de Gaza qui sont obligés de subir et de fuir les bombardements à la suite de cette nouvelle trêve brisée. En Ukraine, les femmes accouchent sous les bombes, alors que les combats continuent entre le gouvernement ukrainien et les séparatistes pro-russes. Les maternités de Donetsk aident les mères à donner la vie. Le Japon en proie à des intempéries. Au moins 36 personnes sont mortes dans des glissements de terrain à Hiroshima, dans le sud-ouest du pays. 7 autres personnes sont portées disparues. Un deuxième jeune afro-américain tué hier par la police de Saint-Louis dans le Missouri. 10 jours après la mort de Michael Brown, le jeune homme de 23 ans aurait volé des boissons et pâtisseries dans un magasin avant d'être interpellé par 2 policiers. La ville de Ferguson est toujours en proie à la violence. Nouvelle nuit de protestation à Ferguson, en banlieue de Saint-Louis, ce mardi. Pour la première fois en 10 jours, l'ambiance est restée pacifique. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées jusqu'aux environs de minuit, début du couvre-feu décrété par le gouverneur du Missouri. Les manifestants demandent toujours la justice pour Mike Brown, cet adolescent noir abattu par un policier. Ce retour au calme reste très relatif. La police a annoncé avoir procédé à 47 arrestations et saisi 3 armes sur des protestataires mardi soir. Plus tôt dans la journée, à Saint-Louis, des policiers ont abattu un homme qui criait « Tuez-moi maintenant » et les menaçait armé d'un couteau. Et c'est la fin de cette édition, mais nous serons ensemble pendant un peu plus d'une semaine. À demain donc, ce sera toujours sur RTI2.